Il fut l'incarnation même du rock'n'roll à la française, une voix rocailleuse qui enflammait les scènes, un charisme de rebelle adulé. Un pilier, une icône. Mais aujourd'hui, bien au-delà de ses 80 printemps, la vie d'Eddie Mitchell se raconte sous une lumière plus crépusculaire. Je pense souvent à la mort la nuit, a-t-il chuchoté récemment, dans un aveu poignant qui révèle l'abîme séparant désormais l'homme des projecteurs aveuglants et des ovations délirantes d'antan. Cette vidéo lève le voile sur la vérité douloureuse qui se dessine derrière la légende. Découvrez le crépuscule d'une santé fragile, l'amertume d'un retour contraint à l'annulation, et le portrait d'un homme qui, face aux poids implacables du temps, est forcé de solder le prix d'une vie où le corps fut souvent sacrifié sur l'autel de la passion et des excès. Le bâtisseur du rock français eut l'âme d'une légende. Eddie Mitchell, de son véritable nom Claude Moine, n'est pas seulement une figure, c'est une fresque vivante de la culture populaire française. Pionnier audacieux du rock hexagonal, acteur respecté aux 1000 facettes, et visage emblématique du petit écran, son empreinte est indélébile. Son envol remonte au début des années 60, propulsé par les Chaussettes Noires, le tout premier groupe de rock à déchaîner les foules en France. Leurs titres électrisants, de Daniela à Je t'aime trop ou Dactylo, ont injecté une dose d'adrénaline pure dans la jeunesse, ouvrant grand les portes du rock'n'roll dans un paysage musical français jusqu'alors timide. Quittant le groupe en 1962, il forge une carrière solo qui allait traverser 6 décennies, marquée par une évolution artistique stupéfiante. Du rock endiablé aux ballades profondes, en passant par un style country rock teinté de blues, Mitchell a ciselé une signature sonore unique. Ses hymnes iconiques, tels que La dernière séance, une ode nostalgique aux cinémas américains d'autrefois, Sur la route de Memphis, manifeste de son amour pour l'Amérique musicale, L'entêtant pas de Boogie Woogie, et la mélancolique Couleur menthe à l'eau, l'une de ses chansons les plus chéries, sont devenus des classiques. Ces albums, souvent enregistrés dans les sanctuaires légendaires de Nashville ou Londres, ont insufflé une dimension internationale à son œuvre. Des opus comme Rocking in Nashville, Monsieur Eddie ou Rio Grande sont considérés comme des sommets de sa discographie, salués pour leur authenticité et la richesse de leurs arrangements. En 2015, il renoue avec l'essence du jazz et du swing avec l'album Big Band, enregistré dans les mythiques studios Capitol de Los Angeles, la même enceinte sacrée où des géants comme Nat King Cole et Frank Sinatra ont gravé leurs plus grands chefs-d'œuvre. Au-delà des scènes musicales, Eddie Mitchell a construit une carrière cinématographique impressionnante. Il a prêté son talent à des réalisateurs de renom comme Bertrand Tavernier, Claude Lelouch ou Jean-Pierre Mocky, prouvant une polyvalence d'acteur insoupçonné. Son rôle dans Coup de torchon, un drame criminel teinté d'humour noir ancré dans l'Afrique coloniale, fut particulièrement remarqué, asseyant sa crédibilité sur grand écran. À la télévision, il a également marqué les esprits avec La dernière séance, une émission culte où il partageait chaque semaine, avec une passion et une érudition contagieuse, les classiques du cinéma américain. Le programme devint une référence culturelle incontournable, miroir de son amour indéfectible pour le 7e article. Ses collaborations légendaires avec d'autres titans de la chanson française, tels Johnny Hallyday et Jacques Dutronc, notamment au sein du supergroupe Les Vieilles Canailles, ont consolidé son statut d'icône nationale. Leurs concerts, de véritables célébrations de l'histoire du rock français, ont rassemblé un public massif et transgénérationnel, témoignant de son pouvoir intemporel. Aujourd'hui encore, la voix d'Eddie Mitchell, son charisme unique et ses contributions culturelles sont gravées dans la mémoire collective. À travers ses chansons intemporelles, ses rôles marquants et ses hommages sincères au cinéma, il incarne une rare fusion entre l'influence américaine et l'âme profonde de la France. Un artiste qui a modelé la pop culture moderne des deux côtés de l'Atlantique. Mais derrière ces décennies de triomphe et d'acclamation, se dessine une histoire plus intime, marquée par des luttes personnelles, des instants de solitude poignants et le poids silencieux d'une célébrité qui ne pardonne rien. La solitude du rêveur de Belleville ou les racines d'un rejet. Claude Moine, futur Eddie Mitchell, a vu le jour en 1942 dans le 19e arrondissement de Paris, au cœur d'une famille ouvrière modeste. Sa mère œuvrait en banque, tandis que son père, stoïque, travaillait pour la Régie des transports parisiens. La famille vivait humblement dans le quartier populaire du Haut-Belleville, un dédale de ruelles étroites et de logements insalubres sur les hauteurs de l'Est parisien. L'après-guerre était une ère de privation, et le jeune Claude grandit cerné par des murs gris où les rêves se brisaient souvent contre la dureté du quotidien. Malgré cette austérité ambiante, l'imaginaire de Claude s'épanouit tôt, riche et coloré. Si son père n'avait aucune fibre musicale, il était, en revanche, un cinéphile fervent, fréquentant les salles obscures 2 fois par après-midi.
Il y emmenait souvent son fils après l'école, semant, sans le savoir, les graines d'une fascination indélébile. Claude fut captivé par le cinéma américain, en particulier les westerns, et par l'aura de grandeur et d'évasion qu'il promettait. Le grand écran fut son premier havre de rêve, d'aventure, une échappatoire aux trottoirs rugueux de Belleville. En parallèle de son amour pour le cinéma, une autre passion l'anima, la bande dessinée. Il dévorait les Spirou, Péco Bill, Kidordine, admirant les traits de J.G., Franquin, Hubinon ou Tilleux. Pendant un temps, Claude ne rêvait pas de musique, mais de devenir dessinateur. Ses premières planches envoyées à des magazines comme Cocard se heurtèrent à des refus précoces, mais il ne renonça jamais. 2 de ses dessins humoristiques finirent par être publiés dans Risque tout, un petit triomphe personnel dans une enfance où les signes de reconnaissance étaient rares. Pourtant, sous la surface de ses passions brûlait une profonde agitation. Belleville, malgré sa richesse culturelle et sa vitalité, était aussi un quartier âpre, bruyant et parfois impitoyable. La famille vivait à l'étroit. Sa mère travaillait de longues heures, son père restait émotionnellement distant. Le jeune Claude était souvent livré à lui-même, contraint de grandir plus vite que les autres. Il y avait peu de place pour la sensibilité ou les rêves dans cet environnement, surtout pour un garçon qui ne s'y conformait pas tout à fait. Il avoua plus tard s'être souvent senti ennuyé, perdu, en décalage. Pour subvenir à ses besoins, Claude enchaîna les petits boulots pendant son adolescence. Il fut coursier pour le Crédit Lyonnais, sillonnant Paris avec papier et messages. Par un heureux hasard, son itinéraire le menait souvent devant le Golf Drouot, ce lieu mythique des passionnés de musique américaine. C'est là, en écoutant les jukebox crachés du Gene Vincent ou du Bill Haley, qu'une nouvelle fascination prit racine, le rock'n'roll. À seulement 16 ans, il osa monter sur scène pour la première fois lors d'un spectacle improvisé devant les employés du Crédit Lyonnais, un moment fondateur pour sa future carrière de chanteur. Pourtant, cette inclinaison vers la musique ne fut pas encouragée. Son père ne s'y opposa pas, mais ne le soutint pas non plus. Il n'y avait aucune tradition musicale dans la famille, aucune flamme transmise. Claude traça seul son chemin. Ses influences venaient de l'extérieur, des disques venus clandestinement des États-Unis, des films, des émissions de radio, et des quelques fans français du rock encore marginaux. Son idole, Gene Vincent, devint pour lui un symbole de rébellion et de liberté. Mais cette admiration s'accompagnait aussi d'une douleur lancinante. Claude savait qu'il ne serait jamais américain, qu'il ne pourrait jamais réellement fuir Belleville, ni le système de classe qui avait façonné sa jeunesse. Une grande partie de ce tiraillement intérieur imprègne son roman autobiographique Petit Claude, publié en 1993, puis revisité en 2022 dans l'édition illustrée des Lilas à Belleville, magnifiquement dessiné par Ralph Meyer. Le livre n'est pas une nostalgie douce, mais un regard cru, souvent mélancolique, sur son adolescence. Situé dans les années 50, le récit dépeint un garçon suspendu entre l'enfance et l'âge adulte, errant dans les rues pendant les vacances scolaires. Il traîne près des fortifs, ces zones désaffectées envahies par les herbes folles, le béton, et des marginaux fantomatiques, rêvant de motos, de filles américaines et d'évasion. L'un des épisodes les plus marquants est sa rencontre avec Pépé, un petit voyou local qui tente de l'entraîner dans un vol mineur. La promesse d'argent est tentante, de quoi s'offrir un nouveau costume, un électrophone, peut-être même une moto. Mais le prix moral est lourd à porter pour Claude. Cette scène illustre les choix permanents auxquels il est confronté, entre conformisme et rébellion, entre Belleville et le grand rêve, entre se perdre et préserver ce qu'il a de plus pur. Son quartier, aussi vivant soit-il, était impitoyable. La pauvreté, l'alcool, la violence y étaient monnaie courante. Claude grandit au milieu d'hommes marqués par la guerre ou le chômage, de femmes usées par le travail et d'enfants qui s'évanouissaient souvent dans des destins tragiques ou anonymes. Il n'y avait ni repère ni réelle protection. Et pourtant, Claude réussit à maintenir un équilibre fragile. Il absorba la rudesse de son environnement sans jamais s'y laisser engloutir. Il resta enraciné, mais jamais résigné. Une forme de mélancolie ne l'a jamais vraiment quitté. Même dans le succès, en tant que leader charismatique des Chaussettes Noires, puis en tant que crooner solo sous le nom de Monsieur Eddy, on retrouve dans sa voix une nostalgie poignante. Des chansons comme La Dernière Séance ou Sur la route de Memphis sont imprégnées de ce désir pour le passé, pour l'innocence perdue, pour des rêves à moitié réalisés, à moitié manqués. La descente aux abîmes et la rédemption inespérée ou le prix de l'âme. Derrière l'éclat des succès, les albums vendus par millions et les applaudissements frénétiques, se cachait un chapitre bien plus sombre, marqué par l'addiction, les excès dévastateurs et des crises personnelles profondes.
Dans les années 1970 et au début des années 1980, celui que l'on surnommait Monsieur Eddy traversa l'une des périodes les plus tumultueuses de son existence. Sa lutte acharnée contre la cocaïne, le jeu compulsif, l'alcool et la cigarette faillit lui coûter sa santé, sa famille et jusqu'à son identité même. La descente aux enfers débuta discrètement. En 1979, accablé par un calendrier exténuant de 5 concerts à travers l'Europe, dicté par la nécessité de régler des dettes fiscales, des obligations légales et des pensions de divorce, Mitchell se tourna vers la cocaïne. Ce n'était pas une drogue festive, affirma-t-il plus tard, mais un stimulant sous pression, un moyen de tenir le coup. J'ai fait toute la tournée sous coke, avoua-t-il en interview, puis j'ai arrêté d'un coup. Il clame n'avoir pas développé de dépendance durable à cette substance, mais le coup psychologique, lui, était indéniable. Pourtant, la cocaïne n'était qu'une pièce du puzzle. L'alcool et les cigarettes faisaient partie intégrante de sa routine quotidienne. Il décrivit cette consommation comme une habitude quasi rituelle. J'ai toujours été fumeur, déclara-t-il au Monde, et pendant des décennies, il descendait rarement en dessous d'un paquet par jour. L'alcool aussi s'inscrivait dans le cycle, surtout lors des soirées mondaines, des nuits prolongées et des prestations scéniques. Même s'il affirma avoir fini par modérer ses habitudes grâce à un suivi médical strict, les effets sur son corps sont devenus irréversibles. Mais le vice le plus destructeur, le plus insidieux, fut sans doute le jeu. Mitchell a reconnu que, pendant des années, les casinos étaient devenus sa seconde maison. Je jouais dès l'ouverture du casino à 16h jusqu'à 3h du matin, a-t-il confessé. Cette addiction dévorait son temps, ses finances et faillit anéantir son mariage. Il décrivit la dualité étrange de ses journées, des heures à une table de poker, une brève éclipse pour monter sur scène, puis un retour immédiat pour jouer toute la nuit. Ce n'était pas glamour, c'était compulsif, une obsession dévorante. L'argent perdu n'était pas la seule perte. Il se payait en intimité sacrifiée, en paix mentale détruite. Quand vous quittez votre femme à 14h et que vous revenez le lendemain matin juste pour parler sans arrêt de main de poker, vous comprenez qu'il est temps d'arrêter, écrira-t-il plus tard avec une lucidité brutale dans son autobiographie. Le tournant ne vint pas de lui, mais de celle qui refusa de le regarder se consumer. Muriel B., sa seconde épouse et mère de sa fille Pamela, posa un ultimatum qui allait tout bouleverser, c'est le jeu ou moi. Ce n'était pas dit à la légère. Elle l'avait soutenu à travers la gloire, les échecs, les excès. Mais elle n'était plus prête à le voir sombrer davantage. Son intervention força Mitchell à affronter la réalité qu'il fuyait. Elle le fit choisir, et il la choisit. La décision ne fut pas aisée, mais elle fut résolue. En 1983, Mitchell prit une mesure radicale, un acte de rupture puissant, il demanda officiellement à être interdit de tous les casinos, non seulement en France, mais dans le monde entier. Il envoya une lettre aux autorités compétentes, se faisant ainsi inscrire sur liste noire dans tous les établissements de jeux légaux. Ce geste fut à la fois symbolique et stratégique. Je suis allé une fois dans un casino à Las Vegas après ça, se souvient-il. Et quand ils ont demandé mon passeport, ils m'ont regardé et ont dit « ce n'est pas possible ». J'ai fait demi-tour et je suis reparti. L'interdiction était définitive. Elle éliminait la tentation et envoyait un message clair, non seulement aux autres, mais à lui-même. Pour la première fois depuis des années, il retrouvait un semblant de contrôle sur son propre destin. Mitchell parle souvent de Muriel comme d'une encre inestimable dans sa vie. Même s'il s'exprime rarement sur ses émotions personnelles, il lui attribue le mérite de l'avoir aidé à se regarder en face et de lui avoir inspiré l'une de ses rares et véritables chansons d'amour, Le cimetière des éléphants. Il est révélateur que, dans ses projets d'avenir, son lieu de repos, son héritage, elle soit toujours présente. Il a un jour déclaré qu'il serait enterré à Saint-Tropez à ses côtés, car c'est elle qui m'a rendu meilleur. Le crépuscule d'une légende ou le prix final. Aujourd'hui, Eddy Mitchell est contraint d'acquitter le lourd tribut de décennies d'excès. Un corps usé par la cigarette, les nuits sans sommeil, et une vie entière passée à courir après les applaudissements. Début 2025, le couperet est tombé. Il a été forcé d'annuler un retour sur scène très attendu. Une courte tournée estivale de 6 dates, annulée pour des raisons de santé évoquées initialement de manière vague comme de graves problèmes médicaux. Une annonce dévastatrice, tant pour les fans qui attendaient son retour solo depuis 10 ans, que pour l'artiste lui-même. Dans un communiqué empreint de tristesse, Mitchell a déclaré « J'avais hâte de vous retrouver cet été, mais ma santé passe avant tout ». Quelques jours plus tard, son ami et animateur Michel Drucker confirma ce que beaucoup redoutaient.
Mitchell avait souffert d'une pneumonie, une affection particulièrement dangereuse à son âge et compte tenu de ses antécédents médicaux. La maladie l'avait déjà contraint à interrompre la promotion de son album de 2024 et à reporter plusieurs apparitions publiques. Cette rechute fut plus sévère, exigeant un traitement strict et plusieurs mois de repos. Un fardeau particulièrement lourd pour un homme dont l'existence avait toujours été rythmée par le mouvement, l'énergie et la scène. Mais la maladie n'est pas une nouvelle intruse dans la vie de Mitchell. Sa voix, son instrument le plus précieux, fut longtemps à la merci de ses vices. S'il avait un temps réussi à cesser de fumer, il a repris la cigarette lors de l'enregistrement de son album Country Rock en 2021. Quand j'ai arrêté, j'avais une voix fragile, expliquait-il sans fard. Alors, j'ai recommencé. Ça m'a redonné la voix que j'aime, celle dont j'ai besoin pour chanter. La décision n'était pas anodine, mais elle révélait une vérité plus profonde. Son art, son identité même, étaient physiquement liés à des habitudes qui, paradoxalement, l'avaient aussi détruit. Son rapport à la mort est d'une grande lucidité, dénué de toute peur. Je pense souvent à la mort la nuit, confia-t-il au journal du dimanche. Non pas avec terreur, mais comme une présence, quelque chose d'inévitable et d'intime. Contrairement à de nombreuses figures publiques, Mitchell a tout planifié en détail pour ses funérailles. J'ai tout organisé. Ce sera au cimetière marin de Saint-Tropez en petit comité. Pas d'hommage national comme Johnny, ajouta-t-il, non sans ironie. J'espère juste ne déranger personne. Il y a une tristesse particulière dans ses paroles, une conscience que le temps est compté, que le corps ne suit plus la volonté. Je ne garde pas d'archives, dit-il à propos de sa musique. Tout ce que je voulais dire, je l'ai dit de mon vivant. Il n'y aura pas d'album posthume, ni d'enregistrement secret. Pour Mitchell, la célébrité posthume est vide de sens. Franchement, je suis étonné que ça ait duré aussi longtemps. Personne n'y croyait au départ. Sa vulnérabilité transparaît aussi dans ses dernières apparitions publiques, comme aux Victoires de la musique en février 2025. Sa fatigue était palpable. Bien qu'honoré pour ses 60 ans de carrière musicale, entouré de pairs comme Alain Souchon et Laurent Voulzy, l'événement avait des allures d'adieu symbolique plutôt que d'un nouveau départ. Il interpréta une ballade country avec effort, la voix rocailleuse, mais toujours vibrante d'émotion. Un rappel poignant, la grandeur perdure, mais les corps s'éteignent. Les problèmes de santé de Mitchell se sont multipliés avec l'âge. Après avoir combattu les effets à long terme du tabac, il a dû affronter les séquelles de décennies de tournées, de nuits blanches, d'alcool et de stress chronique. Sans jamais dramatiser, il a reconnu que cette pneumonie l'avait particulièrement épuisé et laissé considérablement affaibli. Il évite désormais les voyages en avion, limite ses engagements publics et refuse toute proposition de concert à grande échelle. C'est fini, dit-il simplement. Je ne peux plus. Et pourtant, au cœur du déclin, demeure une forme de défi, un souffle inaltérable. Il rêve encore de scène, de musique, de public. Si je peux revenir, je le ferai, affirme-t-il. Mais son optimisme est mesuré, presque philosophique. Ses pensées dérivent souvent vers la mémoire, l'introspection. Dans une récente interview télévisée, Mitchell révéla qu'il rêvait parfois de son ami disparu, Johnny Hallyday. Il vient me chercher, dit-il avec un demi-sourire. Il me dit allez, il y a une fête, un bal costumé, on y va. Même à l'approche de la fin, Mitchell reste lucide sur sa postérité. La gloire, pour lui, est secondaire. Ce qui compte, c'est la vérité, et peut-être une certaine paix. Son plus grand souhait n'est pas l'ovation, mais la dignité. En interview, il minimise sa place dans l'histoire de la musique française, disant simplement « J'ai chanté, c'est tout ». Il revisite rarement ses anciens albums et refuse d'être prisonnier de la nostalgie. Il sait où il va et veut y aller sans bruit. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Eddie Mitchell vit loin des projecteurs qu'il a autrefois dominés. La voix affaiblie, le corps marqué par les excès et les jours ralentis par la maladie et la réflexion. Mais qu'en pensez-vous? Eddie aurait-il dû quitter la scène plus tôt, ou son refus d'abandonner est-il, au contraire, un signe de force inébranlable? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché ou éclairé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits vrais sur les icônes qui ont marqué notre monde.